Mon ex se fout de ma gueule. Alors si cette phrase-là, je ne l'ai pas entendue 150 000 fois, c'est que je ne l'ai jamais entendue. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est discutable? Comment se positionner? Bah écoutez, on va discuter tout ça dans la vidéo et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une phrase qui est, j'ai envie de dire, quasi traditionnelle après la rupture amoureuse, à savoir « mon ex se fout de ma gueule ». Alors que ce soit prononcé, pensé par vos soins après une analyse soigneuse de votre situation ou que ce soit tout simplement votre environnement qui vous pousse à penser ça, parce que ton ex se fout de ta gueule, ça marche aussi dans cette vidéo, vous allez le voir. On va essayer de creuser un petit peu tout ça, bien sûr le but étant absolument pas de vous fustiger, mais comme d'habitude de continuer à chercher un petit peu d'objectivité. L'idée c'est quand même de se dire que cette pensée-là, même si encore une fois la référence à l'injustice, à la douleur, à tout ce qui est finalement le ressenti, le ressentiment même gravé en nous après la rupture amoureuse est extrêmement naturel. On veut quand même réaliser que c'est le genre de phrase qu'on va prononcer dans tout un tas de situations qui sont à la fois donc compréhensibles mais aussi paradoxales, contradictoires les unes avec les autres. On va vous dire que votre ex se moque de vous si on vous répond, parce qu'on vous garde sous le coude, parce que je ne sais pas quoi, si on vous répond pas, parce que c'est pas sympa, on te doit au moins ça, etc. etc. Si on accepte un rendez-vous, il te garde sous le coude, il ou elle veut essayer de machin, etc. pour se dédouaner de trucs de bidule. Si on refuse un rendez-vous, là encore, question de respect, question d'ego, question, etc. de politesse ou que sais-je. Si on vous a dit qu'on vous rappellerait et qu'on le fait pas, c'est un enfoiré, etc. machin, dadada. Donc on se rend compte finalement à creuser un petit peu que quoi que votre ex puisse faire, on a l'impression qu'il ou elle se fout un petit peu de votre gueule. Alors évidemment, on sait d'où ça vient de cette rupture amoureuse qui est excessivement destructrice et où il y a deux camps qui se dessinent un petit peu, celui entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, de la victime et puis celui du coupable qui fait du mal, etc. etc. Mais on va s'apercevoir évidemment que ce genre de vocabulaire va colorer votre système de pensée, parfois votre système de communication, où vous allez vouloir mettre en relief un manque de respect, etc. Et on se doute qu'en termes de légèreté, on a déjà vu mieux. Et puis va colorer aussi sans doute tous les réflexes de votre environnement et donc cette reconquête amoureuse que vous voulez mener. Comme d'habitude, il y a plusieurs parties dans cette vidéo. J'en ai mis deux. Je pense qu'elle sera potentiellement un peu plus rapide que d'habitude, mais la thématique me tenait à cœur. Et la première des parties que je voulais mettre en relief, c'est le manque d'objectivité latent présent dans votre environnement. Dans le mien aussi, on va pas se mentir, dans tous les environnements, dans l'environnement avec un grand E, il y a cette idée véritablement que la rupture amoureuse est quelque chose de difficile à analyser et on va pas prendre le temps de le faire correctement. On va certainement pas se positionner du côté de votre ex et c'est normal. Vos proches, vos amis, au moment de la déclaration de guerre entre guillemets, j'ai envie de dire, on va choisir un camp et comme ce sont vos proches et vos amis, il y a quand même de fortes chances qu'on choisisse, roulement de tambour, votre camp. Donc forcément, les premières logiques intellectuelles, discussionnelles, quelles sont-elles? C'est de vous dire que tu as raison, que ça va aller mieux, que la personne face à toi, de toute façon, ne te mérite pas. Ce qu'elle te fait, le karma s'occupera d'elle, il ira ou elle ira directement en enfer. Et puis tout un tas de qualificatifs, de noms d'oiseaux tropicaux qui, je pense, n'existent même plus à notre époque. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et ça, c'est tout à fait normal. On a face à nous des personnes qui s'enquérissent de votre santé, de votre santé physique, de votre santé psychologique, parce que il y a aussi un contexte, des conséquences qui peuvent être très 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 marquées après une rupture amoureuse. On perd souvent énormément de poids, du coup, on arrête de bouffer, du coup on perd du poids, on se sent mal, on sort plus de chez soi, dans les soirées au début on tire la tronche, etc. Donc évidemment, les gens qui sont autour de vous sont un petit peu, je dirais pas affolés, mais inquiets, et puis ça peut aller jusqu'à on en a marre, et forcément ce ras-le-bol général entre guillemets, si ça dure, si vous êtes dans la complainte, si vous n'arrivez pas à sortir de tout ça, on va avoir du mal à vous l'attribuer directement. On va pas vous dire écoute, tu me casses les noix, du coup je veux plus te voir parce que tu es en rupture amoureuse. Vous auriez l'impression de vivre une deuxième rupture amoureuse. Donc on va charger qui?
Bah devinez, là aussi c'est pas très compliqué, on va charger la personne qui est responsable de cette séparation, à savoir celui ou celle qui est parti sans tenir donc cette fameuse promesse qui émerge du couple. Donc là on voit que très simplement, très normalement, très logiquement, vous allez être abondé d'un vocabulaire et d'idées qui font que effectivement vous avez l'impression que votre ex se fout de vous. La deuxième idée qui est contenue dans ce manque d'objectivité de notre environnement, bah, c'est tout simplement cette espèce de tendance, cette volonté d'absolument tout catégoriser, mettre dans des petites cases, cataloguer, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, on le voit jusque dans le vocabulaire des articles que vous pouvez voir sur des blogs, dans des revues spécialisées ou je ne sais où. On va voir la preuve qu'on se fout de toi à 100%. Les preuves que... Mais le mot preuve, enfin je veux dire, techniquement, il n'y a absolument rien de scientifique là-dedans et pourtant le mot est utilisé. Le 100%, il n'y a absolument rien de quantifiable et pourtant le mot est utilisé. Donc on va comprendre qu'on a cette tendance à chercher, moi ce que j'appelle des quick fix, je recommence, à chercher ce que j'appelle des quick fix, cette définition ultra rapide, cette espèce d'idée consommatrice qui va vous faire cliquer sur la vidéo, qui va vous faire lire l'article, qui va vous faire acheter le journal, parce que y a une communication économique derrière, ça on le sait tous, mais il y a quand même cette idée que finalement quand on va lire le truc, vous allez vous apercevoir que les preuves, c'est pas véritablement des preuves, ce sont des pseudo-constats qui sont affirmés comme de véritables arguments. Et on est dans cette tendance-là, on est dans ce monde où tout doit aller très vite, et j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Si on n'est pas d'accord avec la pensée globale, tout de suite on est un abruti, on est un enfoiré, on est un machin, on est un truc, et il nous faut un nom. L'exemple que je prenais il n'y a pas longtemps, c'est autour du débat du vaccin. Ceux qui ne refusaient de se faire vacciner, c'est devenu des anti-vax. On s'est jamais dit tiens, peut-être qu'ils sont pas pour ce vaccin-là, parce que certaines choses sont discutables, notamment la création même d'un vaccin qui normalement, je crois, prend entre 7 et 9 ans, et là ça a pris quelques mois. Donc le fait que la définition même du vaccin soit pas justifiée pour ce sérum ou je ne sais quoi qu'on s'injecte, le fait que certaines personnes puissent mettre ça en relief, tout de suite c'était des anti-vax, ils voulaient que tout le monde meure, il fallait les pendre au pilori, il fallait les écarteler en place publique, enfin c'était un truc hardcore. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle plus, il y a la guerre en Ukraine, donc du coup le Covid, hop, il s'est barré vite fait, comme Tchernobyl, il s'est arrêté à nos frontières, donc c'est plutôt cool. Ce débat-là, il est laissé de côté, vacciné, plus vacciné, ça y est, t'es redevenu accepté dans ta société. Mais on voit cette tendance ultra violente, ultra présente à tout cataloguer. Donc c'est pas étonnant que les gens autour de vous et que tout ce que vous pouvez lire, justement vous pousse à penser que votre ex est machiavélique, que votre ex est agressive, qu'il véritablement fomente un plan pour vous faire du mal, etc., etc., etc. Ça, on le comprend relativement rapidement. Je veux dire, encore une fois, je pense que c'est naturel de penser ce genre de choses parce que oui, vous avez de la douleur et puis parce que manifestement, on vous avait dit qu'on vous rappellerait et on vous a pas rappelé. Si vous avez regardé quelques-unes des vidéos sur cette chaîne, vous savez que finalement, c'est bien plus compliqué que ça, mais ça n'empêche qu'on a tendance à avoir des doutes, à avoir des peurs et à très rapidement tomber donc dans ces grands courants de pensée qui sont extrêmement présents dans notre environnement. La deuxième idée, deuxième partie même que je voulais mettre en relief, c'est finalement un petit exercice pour essayer d'être un peu plus objectif vis-à-vis de ce que vous pensez être les motivations de votre ex. Je vous invite à vous plonger dans ces littératures, dans ces idées, dans ces descriptifs qui vous montrent à 100% que votre ex se fout de votre gueule, que votre ex en a rien à foutre, que votre ex vous garde sous le coude ou que sais-je. Mais vraiment, allez-y à donf, allez tout lire. Faut vraiment avoir que ça à faire, mais ça peut être marrant comme exercice. Allez-y, lisez tout très clairement, que ce soit les articles sur internet, les revues machin truc magazine, gala si vous voulez, je m'en fous, et allez chercher toutes ces fameuses preuves qui montrent que votre ex se fout de votre gueule et listez-les. Et derrière, tirez-en en conclusion, ça devrait pas être très compliqué, 1 plus 1 ça fait quand même 2, du coup, ce que devrait être votre ex, très clairement, ce qu'il devrait faire, ce qu'il ou elle, la manière dont il devrait réagir. Et là, vous allez voir que la définition globale qui en ressort, la personne qu'il ou elle devrait être,
Bah finalement, c'est quelqu'un qui est toujours amoureux de vous, c'est quelqu'un qui vous court pas après, mais presque, c'est quelqu'un qui accepte toutes vos communications, toutes vos angoisses, répond à toutes vos questions, est capable d'ailleurs aussi de mettre les mots sur son ressenti, ses pensées, exactement se situer, vous situer dans le processus de la reconquête amoureuse, avec évidemment toujours une issue favorable. Dans ce cas-là, il n'y a absolument pas de possibilité d'échec dans ce qu'il ou elle devrait être. Il devrait être capable d'être cet être surempathique, totalement compréhensif. Il ne devrait rien d'autre avoir à foutre dans sa vie non plus que de penser à vous. Il devrait tout le temps être, vous devriez tout le temps être au cœur de ses préoccupations. Vous devriez être l'objectif principal finalement de son existence. Et là, on s'aperçoit que est-ce que ça rime avec l'idée de rupture amoureuse? Est-ce que ça rime avec l'idée que en rompant avec vous, je fais le choix entre guillemets de mon propre bonheur, que vous le discutiez ou pas, ça je le remets pas en cause, mais que du coup non, t'es plus sur la liste des priorités, en tout cas t'es vraiment pas tout en haut. Ça paraît relativement compréhensible. Il y a beaucoup de situations de rupture amoureuse qui finalement découlent d'un conflit, donc ça, ce conflit là, on vous pardonne, c'est de ma faute, parce que j'ai pas envie que tu penses que je me fous de ta gueule, donc c'est forcément de ma faute, j'en accepte toute la responsabilité, je te présente des excuses, je t'aime, mais on est toujours en rupture amoureuse. Vous voyez que finalement, il n'y a absolument aucune logique là-dedans. Alors évidemment, je pars d'une phrase pour arriver à dérouler un constat qui n'a pas de sens. Le but, c'est encore une fois que vous puissiez trier un petit peu toutes les informations que vous recevez, parce que quasi tous les jours, je parle à des gens qui effectivement comprennent tout ce qu'on met en relief, mais n'arrivent pas à s'enlever cette idée de la tête qu'effectivement, il y a un peu de moquerie, il y a un peu de manipulation, il y a un peu de ceci, il y a un peu de cela. En face de vous, vous avez un être humain. Donc la possibilité existe, bien évidemment, je ne le renie pas. Mais si à chaque fois qu'on me le disait, c'était vrai, il y aurait quand même un sacré paquet d'enfoirés dans notre environnement. Il y aurait même presque que ça, si vous voulez. Et puis, ce serait systématique. Je veux dire, à chaque fois qu'on mène une rupture, on est forcément cette espèce d'enfoiré, de gros bâtard, de machin, de trucs qui se moque de vous et qui tous les jours sacrifie un poulet à l'autel de Satan pour s'assurer de votre destruction et qu'on vous emmène bien en enfer, quoi. Non, je veux dire très clairement, vous avez très certainement face à vous une personne qui effectivement a été excessivement égoïste au moment de faire son choix. Oui, c'est un être humain, encore une fois, on est quand même motivé par notre égoïsme, quoi qu'on dise. Donc forcément, cette personne-là fait des choix pour lui et pour elle, et une grande partie de ces choix vous exclut. Et l'absence d'empathie que vous aimeriez avoir, finalement, elle est totalement compréhensible. Vous prenez une décision, je sais pas, vous bossez dans une boîte, vous licenciez quelqu'un, c'est quelque chose de pas du tout agréable de faire ce genre de choses. La personne vous appelle une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Évidemment que pendant l'entretien de licenciement, vous allez lui expliquer pourquoi. Ensuite, vous n'allez pas passer votre temps à vous assurer qu'il touche bien ses assédiques, à vous assurer que sa maman vient bien lui apporter de la bouffe parce qu'il n'a plus les moyens d'eux. C'est pas non plus que vous en foutez nécessairement, c'est juste que vous laissez ça de côté et que vous continuez de vous occuper à faire tourner votre boîte. Est-ce que ça fait de vous un enfoiré ? Peut-être. Est-ce que obligatoirement vous êtes dans l'idée de se foutre de la gueule de... Non, vous avez un problème, vous avez trouvé une solution, elle ne plaît pas à tout le monde. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus plaire à tout le monde. Même quand on essaye d'aider, on se fait cracher dessus lamentablement. Donc on sait que cette idée, elle est très présente. On ne peut pas plaire à tout le monde. On a tendance à faire les choses pour soi. Et dans le domaine amoureux, ça paraît relativement normal. Mais lisez, allez chercher toutes ces preuves, etc. Et vous allez voir d'abord qu'elles sont toutes contradictoires les unes avec les autres, donc faudrait vous répondre avec le sourire, faudrait vous expliquer exactement les causes de la rupture, il faudrait vous dire qu'il y a toujours de l'espoir, il faudrait assurer un relationnel qui soit pas la friendzone parce que sinon vous allez flipper, qui soit pas encore le couple parce que sinon ça va trop vite, et puis il faudrait qu'on soit capable de verbaliser tout ça, bref, de vous expliquer comment mener la reconquête amoureuse. C'est quand même rare qu'un ou une ex nous dise « Bon, alors écoute, là à 22h48, tu vas m'envoyer un message. Ensuite, tu vas attendre pendant 4 jours. Là, tu pourras me proposer un rendez-vous parce que j'ai vu qu'il y avait un concert et je voudrais bien y aller ensemble. Mais il ne faut pas qu'on aille trop vite. Donc là, peut-être qu'au maximum, on se raccompagnera au métro. Ensuite, tu pourras m'envoyer peut-être 14 textos sur l'espace de 4 semaines. Ensuite... » Mais n'importe quoi, on a vu ça nulle part, ça n'existe pas. Donc forcément, toute cette idée de « on se fout de moi »,
Non, c'est juste que ces théories-là ne prennent absolument pas en compte ce qu'est la psychologie de la rupture amoureuse et ce qu'est la psychologie de la personne qu'on a face à nous. Non, rompre, ce n'est pas juste quelque chose d'ignoble et d'horrible, ça l'est aussi, mais c'est pas aussi simple que vous le croyez. Et gérer ce genre de choses, gérer le contact qu'on reçoit, la personne qui est partie, elle aussi se pose pas mal de questions et elle aussi a des problématiques. Et comme je vous le disais, c'est pas aussi simple que juste je me fous de ta gueule. Voilà, j'espère en tout cas que le débat est ouvert, j'en doute pas. Comme d'habitude, vous avez les commentaires, vous avez le like pour que la chaîne continue de grossir, l'abonnement avec la petite cloche, pardon. Vous avez sous la vidéo les liens qui vous emmèneront sur le site internet pour trouver tout le contenu dont vous avez besoin pour continuer à travailler ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!